Bonsoir à tous, c'est Loïc, bienvenue dans ce nouveau tour de table. Ce soir, on va parler entreprise, on va parler business dans le milieu du poker. Alexis, je vais commencer par toi, parce que les récents événements font qu'il vient de se terminer le dernier FPS, celui de Deauville. Et avec ce dernier FPS, on a l'impression qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont arrêter. You en particulier l'a annoncé, mais on a l'impression que ça va être pareil pour le reste de l'équipe. Alors, est-ce que déjà tu peux nous en parler un petit peu de ça, de ce qui s'est passé pendant ce dernier FPS? Il ne s'est rien passé pendant le FPS. C'était prévu. Hein. Donc, effectivement, le tour national change de nom. Il va s'appeler PokerStars Festival. Ce qui permet d'apposer le nom PokerStars au nom du tournoi. Commercialement, c'est plutôt pas idiot. Et puis pour le niveau mondial, c'est la même chose. Avant, il y avait le PT, NAPT, etc. Il y avait une grosse confusion. Donc tout ça va être harmonisé. On a deux festivals. Un local qui s'appelle PokerStars Festival et PokerStars Championship qui remplace le PT. Et si c'est seulement un changement de nom, quel rapport avec l'arrêt de You par exemple? Il n'y en a pas vraiment. Il y a un changement de commentateur. Il y a un changement il y a un gros changement en ce moment. Et c'est pas vraiment lié si tu veux, mais indirectement ça l'est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va repartir sur un nouveau type de tournoi, il a été décidé qu'il y aurait pas, chaque pays ne va pas faire son petit truc dans son coin, sa petite popote. C'est ce qui se passait. Ça marchait très bien, hein, PokerStars Live, mais c'est vrai que c'était un peu le modèle français. En Italie, c'était filmé une fois sur deux. En Espagne, une fois sur 5. Là, il faut que tout soit au même niveau. Parce que moi, je me souviens avoir commenté, je ne saurais pas ressortir l'année, c'était il y a une éternité, le PCA. Ouais. Et oui, c'est vrai. tu avais chaque pays qui était là pour la réunion de démarrage, chacun avec dans son petit open space, et chacun commentait. Et tu avais chaque pays. Donc là, ça va être un truc plus homogène et pas par pays. Ouais, sur les tours nationaux, je ne sais pas s'il y aura ça. Ça sera apparemment des tournois un peu plus importants qui dureront plus longtemps. Donc je ne sais pas s'il y aura les moyens. Ça coûte cher de streamer. Donc je ne sais pas si sur les tours nationaux, il y aura ça. D'accord. C'est ce qui explique ce changement. Mais sur l'équivalent des EPT, ça va rester? J'en ai aucune idée. Quand tu dis que ça coûte cher de streamer, là, vous avez passé comment on appelle, Club Poker, il a annoncé les changements de payout. De payout, ouais, sur le PT, ouais. Oui. Et à partir de après Prague. Ce qui est assez fréquent. On ni à Malte, ni à... Il paraît qu'à Prague, à Malte, ça reste tel quel. Oui, ça vient après, effectivement. Le REC change ou juste le... Non, je ne crois pas que le REC change. Ça dépend surtout de l'établissement. Mais a priori, ce n'est pas vraiment sur le REC que... Et les buy-in vont changer pour les PokerStars Festival? Normalement, non. Normalement, non. Il y aura une grosse cup, a priori. Une grosse cup qui sera beaucoup plus médiatisée. Ça, je pense que c'est intéressant parce que la cup marche très très bien, 300 €. Et le main event restera autour de 1 000 €. Ce sera peut-être 1 000 au lieu de 1 100. Mais ça sera dans cet ordre-là. Quand tu dis que le streaming ça coûte cher, ça coûte combien de streamer? Je peux pas te le dire. Tu peux pas ou tu sais pas? Non, si je sais, mais je peux pas te le dire. Sur une marque? Non, ça coûte des sous. C'est toute une équipe qu'il faut déplacer avec du matériel. Qu'il faut amortir, dont on est propriétaire, mais qu'il faut amortir. Et puis, oui, déplacement, chambre d'hôtel, hébergement, c'est beaucoup de frais quand même. Tu sais, là, on a battu le record d'audience, on a fait 3000 en pic, en simultané. Mais 3000 personnes, si tu divises, c'est quand même un vrai coup. Ça vous rapporte quoi de streamer? Justement, c'est la question. C'est que financièrement, si tu fais juste le bilan du ROI, comme on dit dans notre jargon, et pas forcément très bon. C'est une opération d'image, c'est une opération c'est un accompagnement. Vous posez la question, Malouane? Clairement, on a les mêmes problématiques. C'est une valorisation du tournoi, mais l'audience actuellement d'un streaming, d'un tour national ne suffit pas pour justifier l'investissement en soi. Après, on n'est pas en pur ROI, je pense, sur ce genre de problématique, mais à un moment, la question se pose sur le streaming, puisque c'est effectivement une grosse logistique, une table finale, streamer, le RFID, etc., ou autre solution. Et c'est clairement une question entre l'intérêt de streamer et l'investissement que ça représente. Enfin, dimanche, que je regardais les deux finales, la différence, elle est énorme. Entre les deux finales Entre les deux finales, celle que Tonin regardait et que je ne pouvais pas suivre les cartes, donc on ne savait pas qu'est-ce qui jouait, et la finale où il y avait Polak et Nassif qui étaient
très bien enregistré, quoi. Où on fait du streaming, où on fait pas du... Je suis complètement d'accord, mais où on fait du streaming, où on fait pas du streaming. Ça veut dire faire du streaming pour mettre 2 caméras et regarder le flop, pour moi, c'est... Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. C'est ça qui est incroyable, c'est que les WSOP, avec les moyens qu'ils ont, c'est relatif, mais en tout cas, c'est une grosse machine, les WSOP, personne ne peut dire l'inverse. La plupart des tables finales, il y a à part le main event, c'est une caméra posée au-dessus de la table, et puis on ne voit rien, il n'y a même pas de commentateur. Et nous, depuis la France, on pouvait suivre l'étape finale. Le main event, ils mettent les moyens, mais pour les autres tournois, quand tu as un copain qui fait TF, c'est compliqué de suivre. Tu suis parce que tu as un copain ou un joueur emblématique qui fait la TF. Avec le nombre de tournois qu'ils ont la TF en un mois et demi, c'est des millions et des millions qu'il leur faut, parce que, grosso modo, une bonne société de streaming, eux, ils ne peuvent pas parler, mais moi, j'ai étudié et j'ai demandé. Désolé. C'est minimum 40 000 euros, hein, pour que ça soit bien fait. Tu confirmes, Alexis? Oh, tu te fais avoir. Ça dépend de la durée. Ça dépend de 3 jours. Non, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question, on m'a répondu, on m'a envoyé une offre. Maintenant, je n'ai pas pris la décision. Je pense qu'Apo t'a sorti la bonne addition. Je pense que vu la tête d'Alexis, c'était à peu près par... Et maintenant, je vais vous dire une chose. Déjà, le streaming dans les casinos, c'est très difficile à l'avoir, parce qu'il y a des pare-feux de partout. Donc, il faut prendre des connexions avec Orange. Et Orange ne fait pas des tarifs cadeaux. C'est très vrai, c'est très vrai. Ça soulève beaucoup de problèmes techniques. Parce que moi, j'ai une table télévisée, j'ai une table RFID que j'ai fabriquée en Espagne. Et à l'heure actuelle, le coût, c'est de sortir du casino. Et ça coûte très cher avec Orange. Pour clôturer sur PokerStars... Clore, pas clôturer. Pour clore, mais on clôture pas. mais tu travailles avec une journaliste, maintenant tu le payes les prix. Hein. Je suis désolée, mais... Là, Je t'avais dit, reprends pas cette connasse. Alors, elle n'a pas le droit de sortir le mot connasse. Mais c'est coupé ça ou c'est... Non, c'est dedans, Apo, c'est dedans. un Non, live. ça, je le garde. C'est du live, ça. C'est du live. Parce que je la connais bien, sinon je me perds. Et puis parce que c'est une connasse. Oui, surtout. C'est très sympathique. Mais alors, c'est quoi exactement l'avenir de cette room-là? Parce qu'on a l'impression que depuis que ça a été racheté par Amaya... Non, mais... Parce qu'on a l'impression que depuis que ça a été racheté par Amaya, c'est quand même un peu flou. Les joueurs sont quand même généralement pas extrêmement contents de ce qui est en train de se passer. En tout cas, je parle des joueurs un petit peu, on va dire, professionnels. C'est quoi le but d'Amaya? C'est quoi la manœuvre qui est en train de se mettre en place? C'est à cause du point E? C'est une nouvelle... Ça fait beaucoup de questions. Ouais, je sais. Alors, en ce qui concerne Amaya, quand tu achètes un appartement, que c'est chez toi, tu es content de refaire un peu la déco et de te sentir chez toi. Donc, on ne peut pas en vouloir à des gens qui viennent d'acheter 5 milliards de vouloir se sentir un petit peu chez eux. Ils ont aussi, ils ne sont pas des imbéciles, ils sont des gens qui ont une certaine vision du marché qui est différente, pas en tout point, mais qui est en partie différente de celle des prédécesseurs, les Schenberg. Donc ils ont une vision qui est peut-être fausse sur certains points, peut-être meilleure sur d'autres, mais qui mérite en tout cas d'être développée. C'est ce qui est en train d'être fait. Après, sur le côté local, oui, il va y avoir le point U, c'est pas un secret, enfin en tout cas, fusion des liquidités. Quand? On ne sait pas. Techniquement, comment ça va se passer? On ne le sait pas encore, mais c'est quelque chose qui va se produire. C'est quelque chose qui est en train d'avancer. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que ça va arriver un jour. Donc oui, il faut des aménagements, et oui, PokerStars est en train d'y réfléchir et de réfléchir aux meilleures solutions pour être le plus fort possible sur ce marché unifié. Après, en ce qui concerne... c'était quoi ton autre question? Non, ce qui concerne... Il y avait 4 questions, c'est un truc de fou, ce mec-là, il t'envoie. Non, l'avenir d'Amaya, si tu veux, la stratégie quoi, auprès des joueurs aussi. Ah, la stratégie auprès des joueurs, oui. Elle n'est pas très claire, quoi. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Moi, ça ne me choque pas parce qu'on est passé d'une entreprise familiale, vraiment, à une entreprise rachetée par un grand groupe financier. Donc, c'est normal qu'il y ait des ajustements et qu'il faut du temps. Moi, je ne vais pas du tout être d'accord avec plein de choses qu'on fait à Maya, donc je ne suis pas du tout en train d'essayer de les défendre. Je dis que je ne suis pas choqué. Il y a un temps d'ajustement à trouver. C'est pas une famille qui a monté sa petite start-up il y a 20 ans et qui a tout vu grandir et qui est très proche des joueurs et qui comprend comment ça marche. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin de retour d'expérience et j'imagine que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est très juste ce qu'il dit et on va même aller plus loin. Jusqu'à présent, dans la vie de PokerStars, il n'y a pas eu de changement. Pas du tout. Donc, tu as un changement de propriétaire, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ben voilà, il y a des changements, ils ne plaisent pas à tout le monde, parce que quand tu fais un changement, ça ne peut pas plaire à tout le monde.
Wait and see, on verra ce que ça donne. Quand- Moi, je suis pas d'accord et avec puis quand tout. on- Il y a des choses où je dis, je suis un peu dubitatif. Mais voyons, ce ne sont pas des imbéciles, tu vois. Quand on investit 5 Hein milliards, on entend le retour sur investissement Tu as à long terme. à long terme, donc il faut des résultats. Le problème, c'est que c'est arrivé avec Pas une PKR. œuvre de bienfaisance. Oui, c'est arrivé avec PKR Ah bon quand il venait juste de se faire racheter, enfin, il s'était fait Bien racheter sûr. un an Pardon, avant. tu as dit PKR. Non, je... Non, tu vois pas. Non. c'est Il pas fait grave. faire des t-shirts, non? En même temps que ça joue, je crois. Bon, et ça fonctionne très bien en .com PKR encore, juste pour info. Ça joue, oui. Je peux finir ma phrase ou ça vous dérange? Je peux Vas-y, partir vas-y. si C'est vous vrai qu'il voulez. y a une ancienne sponsor de Ça joue, c'est pour ça. Donc, PKR venait juste d'être acheté par des Russes, me semble-t-il. Ça s'est pas mal passé, sauf qu'ils ont voulu des retours sur investissement tout de suite. Et donc, ils ont investi beaucoup au début sur le .fr, notamment avec la pub, télé, etc. Ils ont investi énormément au début et ils n'ont pas eu de retour sur investissement tout de suite. Du coup, ils ont fermé. Enfin, ce qui était beaucoup plus légitime de fermer PKR, il y avait beaucoup moins de joueurs que sur PokerStars. Mais souvent, quand il y a des nouveaux investisseurs, et c'est vrai qu'ils voient sur le long terme, mais ils voient aussi sur le court terme. Ils veulent, donc, les changements qu'ils font actuellement, j'imagine qu'ils veulent aussi des Excuse-moi, c'est vachement plus intelligent ce que tu dis que l'émission d'avant où j'étais. Hein. Non, mais c'est très vrai, c'est très vrai. À part, tu sais déjà, le fait d'être coté en bourse, ça donne une vision complètement différente. Avant, c'était une entreprise familiale qui avait sa vision. Encore une fois, elle n'était pas forcément parfaite sur tout, mais c'était sa vision. Et ils étaient tout à fait capables de dire on va investir 700 millions d'euros dans ce domaine-là parce qu'on pense que dans 5 ans, ça va pérenniser l'entreprise et que ça nous rapportera, ça nous permettra de nous positionner, etc. Une entreprise qui est cotée en bourse, elle a aussi, je ne dis pas qu'elle n'a pas ça, mais elle a aussi la préoccupation court-termiste de dire qu'est-ce qu'on va verser comme dividende à nos actionnaires. Parce qu'on a un fonds d'investissement qui s'appelle Blackstone, ce n'est pas des rigolos, et il faut leur donner de l'argent régulièrement. Donc cette problématique, elle est extrêmement complexe. Je ne connais pas tous les rouages, malheureusement, mais c'est vrai que c'est une grosse différence, tu as tout à fait raison. Et du coup, ça te fait pas peur t'as pas peur qu'il y ait des conséquences vraiment dures à court terme? Peur, non, mais il y en aura. Il y en aura. Ouais. Moi, quand je dis que je suis pas choqué, c'est parce qu'on a eu exactement le même cas dans Magic. Quand Wizard of the Coast s'est fait racheter par Hasbro, donc le numéro 1 mondial du jeu, c'est ceux qui font Monsieur Patate et Monopoly. Il y a eu exactement le même cas qui s'est passé. C'était des financiers qui connaissaient pas bien les joueurs, qui ont coupé les budgets là où il fallait pas, parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience depuis le début et pas comme l'entreprise familiale qu'il avait montée. Et évidemment, les financiers, ils gagnent tout le temps contre les directeurs quand il y a un rachat. Ils arrivent avec leurs préjugés, ils arrivent avec leur succès d'avant, donc ils arrivent en pleine confiance parce que ce sont des grandes sociétés qui ont réussi et qui appliquent des systèmes très simples où tu investis 1 euro là, tu récupères 1,50 €. Donc tu vas pas du tout écouter les directeurs qui étaient là avant, tu es sûr de toi, tu prends tes décisions, tu te rends compte que ça va pas, tu fais machine arrière et tu essayes de mieux faire, de peut-être écouter un peu plus les gens qui étaient là avant et tu t'ajustes. Donc encore une fois, je suis pas d'accord avec la majorité des décisions qu'ont pris Amaya ces dernières années, moi, mais je suis pas choqué et je pense que il y a une chance, je ne pourrais pas dire le pourcentage, mais que ça se passe très très bien dans le futur. Non, mais après, le poker a fortement évolué, même depuis l'ouverture du .fr. Si on se concentre sur la France, ça a quand même évolué. Le jeu a évolué vers toujours plus de rapidité. Ce qui fonctionne globalement maintenant, par rapport à 2010 et même encore avant, en online, ça a fortement évolué. De toute façon, les joueurs ont aussi évolué, les besoins des joueurs évoluent. Donc ça, de toute façon, il y a des tendances lourdes qui font que quand on est un joueur aussi régulier, historique, qui a vécu à une certaine époque, on a parfois du mal à s'adapter au changement, qui est un changement global. Pourquoi maintenant, quasiment 50% des jeux se font sur smartphone ou tablette? Ça n'existait pas en 2010, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en 2010, Même des gros tournois? C'est surtout les sur les applications Spingo, datent les 2010-11, les bonnes versions d'applications ont commencé vers 2011, mais quand rien que l'histoire française officielle le .fr, en 2010, le jeu sur smartphone, je ne sais pas si c'était 10%, 15%. En 2010, non, c'est moins. Même pas, voilà. Non, c'est beaucoup Et tout ça a évolué et certains joueurs ont du mal, mais comme dans tout domaine, à suivre l'évolution. Et c'est souvent la majorité aussi qui l'emporte. Et je pense que pour PokerStars, qui a une vision aussi mondiale, et je pense que le .eu, le sujet qu'a soulevé Loïc, et qui est en vote en ce moment,
ou tout à l'heure, ou est passé, je ne sais pas. C'est chaud. Les téléphones. Ça brûle, le, là, il se Sénat, passe quelque chose. le Sénat va là valider définitivement le droit pour l'Argel de dealer la liquidité européenne avec d'autres pays. On ne sait pas lesquels exactement encore, on ne sait pas sous quelles conditions. Mais tout ça pour PokerStars, c'est aussi un changement de vision puisque ça va avoir une stratégie européenne. Et on sait que le problème du point .fr, c'est le cloisonnement de ce marché à plein de niveaux. On est tous concernés et le côté cloisonné, fermé, fait que ce marché est difficile. On était 27 opérateurs, pas une bêtise, il reste 7 opérateurs, c'est pas pour rien. Alors après, ça a été vrai sur le pari sportif, et sur le pari sportif, on est en train de le vivre maintenant. Ça a été décalé. Dès 2010, ça devait être un énorme marché. Or, la France n'était pas encore prête. Le pari sportif à cote fixe n'était pas culturellement quelque chose qui fonctionnait en France. Et il a fallu quelques années. Et là, en ce moment, on est dans un peu le boom du pari sportif. Après, le poker, au tout début, l'année 2010, en PBJ, produit brut des jeux, c'était l'équivalent quasiment du hippique et du sportif réuni online. C'était pendant une année et demie, c'était assez puissant. Parce qu'il y a eu cet effet de boom. Après, le cloisonnement, en tout cas, c'est vrai, le cloisonnement, les taxes, etc., ont fait qu'on a aussi asséché facilement les liquidités, puisqu'on était fermé à la liquidité française. Ce qui fonctionne au poker, globalement, c'est le .com. Parce qu'on peut renouveler, il y a des pays qui émergent, etc. Et même le .com n'est pas non plus hyper florissant, puisque il y a eu quand même un effet de boom du poker 50% online. des joueurs étaient aux États-Unis. Donc Voilà. c'est facile, la moitié du marché a disparu. Voilà. Donc déjà, ça n'a pas été... 50% des joueurs étaient aux États-Unis. Ouais. Le marché mondial, c'était le double de la valeur avant la fermeture du .com. Et la valeur Du par joueur point, des d'un États-Unis. joueur US est 2 fois supérieure au moins à un joueur français. Mais le problème en France, c'est exactement le même qu'avec les casinos que je vis tous les jours. C'est qu'on a donné trop d'autorisations. En France, il y a 200 casinos. Quand dans les pays voisins, on en a 20 en Espagne, 4 en Italie, 4 en Belgique. Et eux, ils gagnent leur vie, comme le casino de Barcelone que je connais très bien. Enfin, le groupe Peralada, plutôt, qui ont 3 casinos. Ils se sont séparés d'un sur lequel même je travaille à Guerette. Et en France, on a 200 casinos. 200 casinos et à qui tout le monde, ils ont donné des licences pour faire du poker. C'est exactement la même chose que l'Internet. Ils ont donné des licences à tout le monde, sans se poser des questions. Si ces gens-là, ils ont les reins pour tenir pendant 4-5 ans, perdre de l'argent pour aller gagner. Et les casinos, ils sont en redressement judiciaire maintenant. À l'heure actuelle, il y a des casinos qui sont en redressement judiciaire. Donc Et pourquoi il fallait limiter aussi les licences? Mais il faut limiter les licences comme il faut limiter les casinos qu'on donne des autorisations. À chaque fois qu'il y a un sureau, on a un casino. À chaque chose, vous partez de Marseille, vous allez jusqu'à Monaco, vous savez combien de casinos vous avez? Il y en a un tous les 40 km, peut-être même 30. Aux États-Unis, depuis des années, 20 ans, 30 ans, plus que ça, le cash game fonctionne super bien. Toute l'année, tout le temps. Los Angeles, il y a tout le temps. Moi, j'étais allé jouer bien avant d'être joué au poker. Un tournoi de Magic, je suis allé au casino de Los Angeles, je n'étais pas du tout joueur de poker et je suis allé faire du cash game. Ça fonctionne, les gens sont là tous les jours depuis des années. Pourquoi? Parce que le rec est capé. Et du coup, les gens ne perdent pas trop vite. En France, je me souviens, un des premiers casinos qui avait la licence, c'était le casino Partouche à Aix. Moi, j'étais avec Aix à l'époque. Il n'y avait pas de rec, c'était 4% non capé. Alors évidemment, en 5-10, c'est toujours le cas. Donc forcément, en 5-10, il y avait les propriétaires de boîtes de nuit, les propriétaires de plus grands magasins de piscine du sud de la France, les plus grands apothicaires du sud de la France, des gars qui avaient extrêmement d'argent, qui jouaient toutes les mains, qui s'éclataient. 1 an et demi plus tard, ils jouaient que 2 as, c'est tout. Ils ne pouvaient plus flamber, c'était fini, on perd beaucoup trop vite. À la roulette, tu vas perdre 3%. Au blackjack, tu vas perdre 1% si tu joues parfaitement. Et au poker, tu perds beaucoup, beaucoup trop vite. Quand tu as des pros qui jouent contre toi, il n'y en a pas dans tous les casinos, mais bon, même si tout le monde est de niveau équivalent, 4% non capé, c'est une aberration. Après comme dit Pedro, effectivement, la problématique des taxes, du fisc, que ce soit pour l'online ou le live, elle est majeure. Il y a eu aussi peut-être un moment, une folie des grandeurs, à une époque, quand il y avait le Grand Prix de Paris, le World Poker Tour à 10 000, qui avait le Partouche, la finale à 8005, les WSOP Europe à 10 000, le PT Deauville, d'autres EPT proches. Le PT Monaco à 10 000. Voilà, ça faisait quand même ne serait-ce que pour un joueur sponsorisé, pour une room qui sponsorise un joueur, rien qu'en couvrant ces quelques tournois,
et ce qui n'est pas un grand nombre de tournois sur une année, en termes de variance, etc., ça faisait déjà un investissement fort, plus les frais de déplacement, etc. Il y a peut-être eu quand même l'effet de boom de l'ouverture, aussi du boom du poker au niveau mondial et qui a atteint la France. Et peut-être que c'est logique aussi qu'on soit revenu à des choses un peu moins chères, plus populaires aussi, puisque oui, à part se qualifier online pour certains, pour la majorité des passionnés de poker, il n'y avait pas les bankrolls suffisantes pour suivre ce circuit-là. Et alors que faire des DSO à 500 €, faire des FPS, des doublés petits nationaux, etc., c'est quand même déjà plus accessible, peut-être plus lucide pour certains joueurs. Il y a aussi ça. Je pense qu'il y a les deux effets. Évidemment, les taxes et certaines choses ont tué une partie du poker, mais il y a aussi le fait qu'il fallait un peu revenir à une réalité peut-être hors de la réalité économique, même du pays, au final, je pense. Je pense que ce sont maintenant de toute façon, les joueurs amateurs clairement qui font vivre le poker en France et plus une petite parcelle de joueurs qui ont les moyens de mettre 5 000 € dans un tournoi, c'est pas eux qui font vivre le poker. Et j'ai parlé beaucoup avec... Non, mais il y en avait beaucoup plus avant en tout cas, et il y en a aujourd'hui de moins en moins. Et quand je vois je croise les joueurs sur les BPT, sur les FPS, ils me disent, moi, ce tournoi-là, à 500 ou à 1000 €, bah, c'est mon tournoi de l'année, j'ai économisé toute l'année, et c'est le seul tournoi que j'ai joué de l'année, et c'est un plaisir pour eux. Et voilà, donc ce sont ces joueurs-là qui font tourner la machine, mais il n'y a plus personne pour aller jouer, à part peut-être, je ne sais pas, 3% des joueurs en France qui sont capables de mettre 5 000 €. Mais la nouvelle clientèle, on va en venir bientôt. Bon, eux, ils n'en font pas. On va bientôt supprimer le re-entry. Je savais que tu allais dire. Alors, c'est intéressant la re-entry. Alors, ouais, tu m'intéresses à peau. On a eu la discussion récemment. Mais on va être obligé à revenir sur le re-entry parce qu'on ne peut pas se permettre sur un tournoi à 300 €. Bon, encore, il y a un re-entry. Mais admettons, sur un tournoi à 1000, c'est vrai que vous ne faites pas de re-entry. Si, sur le turbo. On est un C turbo. Oui, mais de re-entry, on sort et on rentre. Voilà. Pourquoi? Parce que le jeune, il vient jouer le tournoi de sa vie une fois par an et il joue contre un gars qui a 10 ou 15 000 € dans la poche. Voilà. On ne joue pas de la même on est façon. d'accord. Quand on sait, quand c'est comme au cash game, quand le gars il s'assoit avec 2000, la table est capée à 2005, vous avez 2 jours à 2005 à table et l'autre il va s'asseoir avec 200 €, on sait très bien que s'il ne trouve pas la paire ou le coin flip de suite, ce gars-là il va être mangé comme... il va être gobé. Il y a une différence entre celui qui se fait craquer les as sur le tournoi de sa vie. Donc on est d'accord. Donc on est d'accord. Mathématiquement, c'est Non, je parle pas du tournoi là. Psychologiquement, c'est Je vrai. parle du cash game. Oui, Mais c'est pareil. Les gars, Les deux, c'est pareil. Il a raison. C'est après, psychologiquement, Oui. le gars, on le sait, il rentre, il est là, il regarde, il voit des piles d'ici, il voit des piles de là. C'est Et lui, il uniquement est là psychologique. avec Financièrement 3 et pièces de mathématiquement, 50. ça change rien. C'est psychologique. Non, C'est psychologique. mathématiquement, ça change Sauf rien. qu'il y a une Je suis pas différence Tu as entre se faire autant craquer de les chances as d'avoir et les perdre un paires tournoi quand d'as tu fais un tournoi dans l'année. 221 fois tous les 221 fois. Ah, c'est sûr que tu as tu- autant de fois. Mais le problème, c'est que lui, il a 2 petites pièces et l'autre, il est là, on dit, il va le manger. Et automatiquement, si le garçon qui a les 250, s'il a doublé, il se lève, il est intelligent, s'il reste, il se fera manger quand même. Avec l'application PMU Sport, pariez quand vous voulez, où que vous soyez, sur tous vos sports favoris. Avec PMU.fr, vivez vos émotions à 100%. Téléchargez l'application PMU Sport. En ce moment, jusqu'à 170 € offerts. Oui, je pense que c'est une grosse erreur de beaucoup de business models des entreprises qui se lancent dans le poker. C'est de croire que le joueur de poker a beaucoup de moyens et va beaucoup dépenser. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Les joueurs de poker, le truc le plus rentable qu'on peut faire dans une vie quand on est joueur de poker, c'est payer 20 € par mois pour prendre des cours et être inscrit à un site de coaching avec les meilleurs joueurs américains au monde. Personne ne le fait. C'est 20 € par mois. Donc, exactement comme le fisc qui a cru que ça allait être la folie, alors qu'en fait, ils ont confondu le chiffre d'affaires et le bénéfice des joueurs de poker. Et c'est un peu le problème de tous les business models. Nous, on a essayé d'avoir un business model qui était basé sur les seules personnes qui ont de l'argent dans l'industrie, c'était les rooms à l'époque. Mais la plupart des autres business models étaient basés sur prendre de l'argent aux joueurs. Et ça ne marche pas. C'est pas possible. Ça aurait peut-être marché dans un autre contexte où le marché français serait pas ce qu'il est et toutes les prévisions auraient été réalisées, ça aurait été la folie. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, c'est certain qu'un business model qui prend de l'argent aux joueurs, ça ne fonctionne pas. On peut prendre de l'argent que au room, c'est tout. Du Seules coup, les personnes joueurs qui qui ont ont des pris budgets l'argent, ils sont pour partis à dépenser. l'étranger. Les joueurs français sont tous partis à l'étranger.
Et après, sur le stacking, ça, je pense encore à un autre sujet, les sites de stacking. Stacking, il y a même, dans tous ces business, il y a aussi des gens qui se sont lancés, comme certaines rooms peut-être au tout début, sans vraiment avoir de vision et n'avaient, de toute façon, on aurait été dans un autre milieu, ils ne s'en seraient pas sortis non plus peut-être. Ouais, mais il y a eu un effet de... Oui, mais voilà, il y a eu cet effet de boom, de bulle, et effectivement, 2010-2011, c'était le poker, c'est l'Eldorado, espéré, etc. Et beaucoup de gens se sont lancés en se disant, je vais prendre ma petite part du gâteau. Sauf que le gâteau, il a été gros pas longtemps. Et voilà, et c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on va y arriver, il faut avoir toute une stratégie derrière. On parlait de référencement, après c'est du business, au final on parlerait de poker, on parlerait d'une autre activité, ce serait la même chose. Et c'est pas si simple de réussir un business, je pense que Pedro il va en parler, on peut avoir des bons outils, et effectivement Ranking Hero, je pense qu'en termes de plateforme, c'est un endroit où j'ai jamais entendu parler de bugs, de problèmes techniques, d'interface, etc. C'est pas pour ça que ça a été 150 000 membres actifs. Donc voilà, donc c'est vraiment compliqué. Et même en ayant des bons développeurs, des bons techniciens, très etc., bons développeurs qui ont tout fait à la main depuis zéro avec très peu de moyens et ils étaient 2-3, avec des mentors exceptionnels. Des gens incroyables qui nous ont aidés à ne pas faire les erreurs des startups habituelles. On a eu les planètes qui sont alignées, mais le marché du poker étant ce qu'il est, il y a plein de raisons. Et à un moment donné, tu ne peux pas lutter contre l'évidence du marché. J'imagine qu'il n'y a pas que ça, j'imagine qu'on a fait des erreurs quand même en étant très bien conseillés, même en ayant des Bruno Van Riep dans les investisseurs, même en ayant des gens incroyables qui ont 30 ans d'expérience dans le business, qui ont réussi des multimillions de dollars compagnies dans notre board des actionnaires. On n'en a pas qu'un, on en a au moins 4. Plus des joueurs de poker d'une intelligence incroyable dans le board des actionnaires, des Renaud Desferré, de tous meilleurs joueurs du monde depuis 20 ans, des Guillaume de la Gorce, des gens extrêmement brillants. Ça ne suffit pas toujours, il faut aussi... La variance qui n'était pas de votre côté. Si, parce que... Non, je pense que c'est juste le marché du poker qui fait qu'en France, c'est extrêmement compliqué. À l'étranger, ça commence à l'être aussi. Enfin, ça fait un petit moment que ça l'est aussi. Et moi, ma prédiction, c'est que ça allait redevenir l'Eldorado et que tout allait bien fonctionner et que les rooms allaient devenir très rentables. Oui, le premier des deux qui allait arriver, c'est soit l'ouverture européenne, soit qu'il ne reste que 3 rooms. Et les 3 rooms, quand il ne restera que 3, il en reste 7 là aujourd'hui, quand il reste 3, les 3 pourront être positives. Une bête ou PMU? Battez-vous. et voilà, ça c'était ma prédiction il y a 4 ans. Est-ce que ça sera le cas puisqu'on va bientôt y arriver? Le premier des deux qui arrive, l'ouverture européenne, où il reste 3 rooms. On verra si j'avais raison. Mais sur l'ouverture européenne que 3 rooms. Moi aussi, je pense. Alors, mais en tout cas, le premier des deux qui arrive fera qu'il y a un nouveau petit bulle, l'Eldorado, qui va se créer. Je pense que la liquidité européenne, il y a aussi ça dans... C'est un peu comme l'ouverture du .fr. Il y aura au moins ça. Et le message auprès des clients, des joueurs, justement, de positif dans le poker. Oui, mais le joueur de poker parmi les 7 rooms, il y en a plusieurs qui ne vont pas y arriver à s'européiser. Ah oui, après la stratégie, ça va redistribuer les cartes, poker, etc. Mais ça va quand même, de toute façon, redonner un dynamisme. Et le marché, si on part de la France, ça manque les messages positifs, il y en a peu quand même depuis 2011. Et voilà, rien que ça. Après, derrière, ça va redistribuer les cartes et tout le monde ne va pas gagner, y compris avec une liquidité européenne. Alors justement, ton lien au point de vue, c'est très bien. J'allais dire, entre toutes ces mauvaises nouvelles et ces projets qui n'ont pas abouti, il semble y avoir 2 bonnes nouvelles qui vont arriver. Les clubs, on va y revenir après. Et donc le point EU. Il y a quelques années, effectivement, tu m'avais dit cette phrase, tu m'avais dit ça finira à 3 ou ça finira sur le point EU. A priori, ça finira pas à 3. Ça va finir sur le point EU. Attention, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. On peut arriver avec 4 gars qui ne savent pas s'européaniser. Oui, mais il reste que 3 gros acteurs. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes mes invités, mais aujourd'hui, concrètement, Winamax, ils iront. Vous, avec Unibet, vous avez... Pour moi, le plus gros challenge, c'est pour Winamax. Parce que nous, on est sur des réseaux qui sont déjà sur ces pays-là. Donc, Stars est déjà ultra... pratiquement en monopole en Espagne, etc. Il faut appuyer sur un bouton, c'est fait. Winamax n'est pas en Italie, n'est pas en Espagne, n'est nulle part. Alors après, ils ont quand même un très bon soft, ils ont une très bonne com, très bon marketing, donc je ne m'en fais pas trop pour eux, mais je pense que pour eux, le challenge... Et pour PMU, le point U? C'est quand même beaucoup à défendre. Alors, nous on est .fr. Mais avec Bwin Party, avec le partenaire, on
Oui, ce sera facile pour toi d'avoir ça. Ouais, sauf que quand on regarde les positions du groupe BWIN Party entre l'Italie et l'Espagne, c'est souvent les deux pays qui reviennent et qui naturellement devraient être dans cette liquidité européenne avec la France. On a des positions qui sont plus à défendre et à refaire. On n'a pas un gain. C'est vrai que PokerStars, pour le coup, si on prend Espagne, Italie, France, voilà, naturellement, l'effet de masse est quand même très positif. Nous, c'est un challenge. Mais c'est forcément un signe positif. Voilà, on est avec un partenaire avec qui on va demander aussi d'investir, de peut-être réinvestir des marchés qu'il a perdus. Mais oui, ça va redistribuer les cartes. C'est de toute façon un moyen de redonner de l'oxygène au marché. De toute façon, sinon, le point FR à long terme, là, on est dans une phase de plateau de stabilisation après une forte baisse. Mais de toute façon, on a besoin de cette liquidité européenne. Et est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une solution ou une bouffée d'oxygène, le point U, en fait? C'est ça que j'aimerais savoir. Mais c'est une solution, de toute façon, on n'a pas le choix. On dit depuis avant 2010, enfin pour PokerStars, je pense que c'est pareil pour PMU, que la situation actuelle, celle dont on a été témoin pendant des années, n'était pas viable. Donc maintenant que ça change et que ça va dans le bon sens, on ne va pas s'en plaindre. Bien sûr, il est peut-être trop tard, il est peut-être un peu tard. Mais faisons-le. Moi, je voudrais revenir sur ce que mes voisins ont dit. Alors, je ne sais pas trop le cas d'Unibet, parce que je connais moins cette room. Mais je suis assez optimiste pour PMU et aussi pour Winamax. PMU, parce que c'est une très grosse boîte avec un appui, etc. Donc, trouver des partenaires en Italie, en Espagne et ailleurs dans un second temps, je ne pense pas que ce soit très problématique. Mais oublions ça. PokerStars, projetons-nous dans quelques mois. Le point U existe et tout le monde peut jouer avec l'Italie, l'Espagne. Et on a des garanties, nous, PokerStars, à 300 000 € tous les dimanches. Parce que c'est une réalité. Ou à 250 000 € pour le même montant. Donc effectivement, PokerStars va devenir l'énorme chip leader en part de marché de ce nouveau marché. Ça te faire plaisir de ne plus avoir Winamax toujours à 50-50. Non, mais attends. Tu vas voir pourquoi je pense qu'ils ont vraiment ils peuvent tirer leur épingle du jeu, et beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui, ça va être difficile pour eux d'aller trouver des partenaires en Italie et en Espagne, parce que ce sont des marchés où il n'y a pas la même structure de marché, et ils n'auront pas la possibilité d'aller voir un partenaire qui va tout de suite leur donner 30%. Ça n'existe pas dans ces deux pays-là. En revanche, il va bien falloir un concurrent à PokerStars. Il va bien falloir une offre alternative. Il y a bien des gens qui vont dire « c'est truqué ». Il y a bien des gens qui vont dire « j'ai été banni ». Les règles de sécurité de PokerStars sont suffisamment strictes pour qu'on vire des gens. Tout ça, c'est des réalités, c'est pas de la polémique, c'est la réalité. Il va falloir donc une ou plusieurs offres concurrentes. Suivez mon raisonnement. Winamax s'effondre en France en termes de part de marché, ça c'est une réalité. Mais de 0 en Italie, 0 en Espagne, il passe à combien? 10? 15? 18? C'est pas si mal. La somme totale des parts de marché, et c'est pareil pour PMU et sans doute pareil pour Unibet, la somme totale des parts de marché et du business généré, elle augmente, tout le monde est gagnant. C'est pas un nouveau marché. C'est le même marché, simplement 1 plus 1 plus 1 fait 3. Mais les marchés existent. Contrairement à 2010. 2010, on n'avait pas le droit de faire de la pub à la télé. On n'avait pas sur Internet uniquement, sur les affiliés, mais sur les sites grand public, c'était interdit. Et dans les médias papier, c'était interdit dans les médias grand public. C'était restreint, et encore, c'était toléré dans les médias poker. Là, c'est plus du tout le cas. En Italie, en Espagne et en France, on a le droit de faire de la pub à la télé. Donc, il n'y a pas de création de marché. Il y a simplement un changement de la structure du marché. Donc, la com, elle va simplement s'adresser à des gens qui jouent déjà, pour leur dire, attention, maintenant, c'est différent. Ou à des gens qui ont été déçus du poker pour les faire revenir. Elle va permettre d'attirer des gens grâce aux nouveaux montants, à des choses un peu plus sexy que ce qu'on peut se permettre dans nos petits pays, entre guillemets, mais c'est assez marginal. On va faire, je sais pas, l'exemple de la Maison du Bluff. Imaginons que ça existe au niveau européen. On va pas faire gagner 300 000 €. On va pas toucher 3 fois plus de gens. Donc, oui, il y aura des leviers, mais il faut pas rêver. Ça sera pas du tout la même com et les mêmes leviers qu'en 2010. C'est pas du tout la même situation. Mais quand tu dis que l'Europe du Sud, tu parles beaucoup de l'Italie et l'Espagne, et donc d'un quarter million Sunday et pas du tout d'un Sunday million, ça veut dire qu'on exclut totalement l'Europe du Nord et tous ces gros pays? Dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est envisageable. Il faut que ce soit retrouver un Sunday million un jour depuis la France. Pourquoi pas? En ce qui concerne la fiscalité, qu'est-ce qui va changer avec le point U? C'est la grosse question. Ouais, c'est le point noir. Je pense rien au final.
Chaque pays va continuer à appliquer sa fiscalité. Et... Ça va être un peu compliqué. C'est pas possible. Si, vous avez l'exemple à l'inverse, le Danemark est un pays régulé. Les joueurs danois jouent sur le .com, mais ils ont un niveau de taxe. L'Angleterre aussi. L'Angleterre aussi. Moi, j'avais cru comprendre qu'en fait, tout le monde allait tomber d'accord sur les tournois et que le cash game, ça resterait chacun dans son pays. Non, je pense pas. Ah, ça peut être. Pour l'instant, c'est. Ça sera le moins impactant. Mais non, c'est que ça va être l'exemple danois au UK qui fait qu'il y aura des. Et techniquement, il faut le gérer. C'est possible, mais gérer des prélèvements différents selon les joueurs. En Angleterre, on joue contre les joueurs du monde entier, mais cash game aussi. Mais avec le système des millions. De joueurs qui seront tu joues online contre des joueurs du monde entier. Alors, moi, je dis ce qu'on voit comme ça. Et évidemment, une harmonisation fiscale européenne et que pour une fois l'Union européenne puisse imposer ça serait de toute façon bénéfique puisque le niveau de taxe le plus fort est en France. Donc pour les joueurs français, ce serait forcément un peu vers la baisse. Évidemment, et pour les opérateurs, ce serait tellement plus simple à gérer. Et comme l'a dit Alexis, sur l'ouverture de la liquidité européenne, il y a un point, c'est qu'on ne connaît pas encore toutes les contraintes qui vont être ajoutées. L'Italie a sa régulation, l'Espagne a sa régulation, la France a sa régulation. Il n'y a pas que l'Argel qui a des lubies, des choses, etc. Si c'est un empilement de régulation et de contraintes, ça va même devenir si les coûts de développement sont trop importants, là, à l'inverse, c'est une fausse bonne idée. Donc, de toute façon, ils vont en arriver, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions, d'itérations, et à un moment, ils vont arriver, ils vont devoir faire des compromis. Et effectivement, plus on peut harmoniser dans ce cas-là et lisser la taxe, les contraintes, etc., mieux ce sera. Parce que, à l'inverse, oui, de tout ça dépendra l'effet bénéfique de la liquidité européenne. Et du nombre de pays aussi qui seront concernés. S'il y a des pays qui disent, écoutez, ça fait 6 mois qu'on discute, on n'y arrivera pas. Voilà, plus on réduit, plus ce sera. Si c'est France-Italie, par exemple, c'est pas une liquidité européenne en soi, il faut qu'il y ait un maximum de pays. Mais tout ça, pour l'instant, reste encore flou sur certains aspects. Est-ce que les clubs et la manière dont ça a l'air de se présenter pour vous, c'est une vraie solution d'avenir pour le poker live ? Non, moi je trouve que ça va combler un manque à Paris, parce que beaucoup de joueurs parisiens qui attendent que ça. Je pense qu'un seul cercle, c'est pas suffisant. Mais après, ça reste compliqué, je pense. Qui va pouvoir prendre le créneau? Est-ce que ce sera Barrière qui va faire pression, etc. Donc, moi, j'attends de voir, en fait, comment ça va se passer. T'en penses quoi, toi, des clubs? Combien t'as reçu le coup de fil pour être directeur de club? 10, 20? Je pense que j'en ai reçu, oui. Oui, accepté, j'ai pas dit, mais reçu, beaucoup. À mon âge, c'est accepté, c'est autre chose. Je pense que de toute façon, il faut en faire au moins 5 ou 6, déjà pour arrêter toutes les parties clandestines, parce que c'est devenu le grand fléau de l'anneau parisien. Il y a trop de parties clandestines et ça, c'est pas bon pour le poker. Il ne faut pas se leurrer, l'offre de jeu n'a pas disparu. L'offre de jeu n'a pas disparu. L'offre, elle est invisible et dangereuse. À partir de là, il fallait fermer, mais il fallait prévoir autre chose avant de fermer. Là, on a fermé et on a ouvert les portes à tout le monde. C'est vrai qu'on ferme les parties, c'est vrai que tout le monde va, il rentre dans un appartement, il en trouve une table, il la prend, il prend l'argent et tout, ils vont à la PJ, etc. Mais c'est pas ça. Une partie fermée, il y en a 3 qui ouvrent. Moi, je ne suis pas sûr déjà que le poker soit extrêmement rentable dans des établissements qui ne font que ça. Après, on connaît très très bien les casinos, il y a une offre à côté. Et les cercles, on parle de l'ACF, comme si c'était le palais du poker. C'est le Punto Banco qui rapportait de l'argent. C'est les jeux. Mettre des tables de poker dans la salle du fond, ça n'a pas rapporté grand-chose à l'ACF. Non, parce qu'une fois qu'on paye les charges, qu'on respecte bien les règlements, les entrées 11 heures par jour dans les casinos, rester dans le casino 2 voire 3 équipes de croupiers, etc., sans jeux traditionnels, sans bouton Baco et sans baccarat. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout dépend s'il y a le droit de la wallet ou pas, quoi. Parce que, encore une fois, c'est pas le poker qui rapporte de l'argent dans le casino. Non, mais les jeux traditionnels, même les jeux traditionnels. On va faire des clubs pour les oui, bien sûr. Les jeux traditionnels. C'est là que venait l'argent. Ça a toujours été le cas. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette industrie-là, vous l'avez vu évoluer, changer, pas forcément toujours en bien, mais en tout cas, il y a des points positifs qui peuvent arriver. Comment vous voyez évoluer ce monde du poker dans les prochaines années? C'est quoi, sans jouer les visirs, mais
vos attentes, vos espoirs ou vos craintes par rapport à ce milieu-là, ce milieu du poker français. Vous le sentez comment? Je pense qu'on en a pas mal parlé. Il va y avoir un point EU, ou appelons-le comme on veut. Parce que depuis le temps qu'on l'attend et qu'on l'appelle de nos voeux, ça va finir par être une réalité. Je pense que c'est très sain, c'est très positif. Et oui, ça va assainir un petit peu ce marché qu'on a vraiment, vraiment besoin. Après, à plus long terme, c'est un petit peu compliqué de savoir est-ce que ça va vraiment rebooster durablement le jeu. On en a parlé avec Pedro et justement tout ce qui était entertainment et tout du jeu. Moi, je suis horrifié de voir que, quel que soit l'opérateur, y compris celui qui m'emploie, tu as un gameplay aussi pauvre en 2016. Et ça, je pense que ça fait partie des grands chantiers que devront entamer les opérateurs en France, en Europe et à l'international. C'est que proposer une table de poker à la première minute d'un tournoi qui est rigoureusement identique 5 heures après, c'est une hérésie totale. Et n'importe quel game designer va te dire, vous arrivez à tenir des gens 5 heures en leur offrant rien. Vous leur distribuez 2 cartes et vous leur balancez des jetons. Et tu as gagné un tournoi, tu as gagné 100 000 € sur Internet, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Félicitations, point d'exclamation. Vous avez gagné ce tournoi. Et si tu as de la chance, tu reçois un mail. Ça, c'était sur Party Poker. Et voilà, tu as un feu d'artifice. Et pendant les 8 heures, peut-être des fois sur 2 jours, où tu as joué, il s'est rien passé. Il y a qu'à voir. Ils viennent pas pour autre chose. Ils viennent pas pour autre chose quand ce sont des joueurs hardcore qui connaissent les stats, qui ont pour objectif la gagne, que ce sont presque des pros, ou en tout cas des passionnés. Mais le joueur récréatif qui a vu une pub avec Cristiano Ronaldo, ou qui tu veux, mais de grand public à la télé, il vient et il se dit, oh bah oulala, moi, la gagne, je suis pas sûr, je sais pas trop, As-Roi, As-Dame, machin, je connais pas les stats, je vais jouer à mon instinct, je vais bluffer un peu, tu je vais jouer comme un... Eh ben tu lui vends du plaisir, tu lui vends du bonheur. Mais le mec, il va rester 8 heures sur une partie identique, c'est pas possible. Regarde, PKR, ça a pas marché pourtant, PKR, on pouvait jouer avec les... Bah oui, mais c'était déjà le gameplay de PKR, il était pourri. Non, il était pas pourri. Mais non, c'est pas parce que tu as une activité, t'as ton avatar, il bouge, que ça change quelque chose. Tu restes quand même 8 heures sur un truc identique. Mais tu peux lui faire des choses et tout, ça offrait quelque chose de différent. Tu prends un pot énorme et tu deviens chip leader, il se passe rien sur aucune room. Si, tu peux faire à ton personnage. Voilà, ok, il se passe rien sur aucune room. T'as pas une animation qui te dit « Waouh, bravo, vous êtes premier temporaire du tournoi ». C'est des trucs tout simples. Mais on a l'impression qu'on est en 2005. On a au moins 10 ans de retard. Et tu crois vraiment que les joueurs... les joueurs récréatifs, oui. Et c'est ce qu'on disait au début de cette émission. On est sur une industrie de joueurs récréatifs. Si eux se barrent, il n'y a plus de marché. Il reste ceux qu'il y avait en 2005. Ouais. Non, mais très clairement, oui, le poker, il y a eu toute une phase où c'était la technicité du logiciel, l'information, la stat, effectivement, poker hardcore, qui a pris de l'argent sur le développement, je pense. Déjà, la fiabilité. Voilà. La fiabilité, le fait d'avoir les lobbies, de travailler, les stats, etc. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et effectivement, le fun, le virage du fun n'a pas forcément été pris tout de suite ou a été pris en retard. Et effectivement, et alors je parle pour le PMU et avec Bwin Party avec qui on a des tables qui sont d'un design qui est, pour le coup, oui, 2010, 2009. C'est clair que l'expérience, elle est pas fun et il y a un énorme gap là-dessus. Et il y a encore moyen de... Il y a encore moyen de gagner, c'est clair. Et le poker, oui, ne marchera que si on recrute des récréatifs. Je pense que l'âge d'or des Golden Boy de Wall Street ou de la City qui pouvaient aller cramer leur bonus ou une partie du bonus en cash game et faire vivre l'écosystème, c'est fini. C'est fini. Voilà. La meilleure rentabilité du donc poker, ça renforce le fait que effectivement le joueur récréatif et la meilleure rentabilité des tournois de poker en live, c'est dans le récréatif. Même sur un tournoi à 40 plus 10. Winamax, pour le coup, il y a, comme tu dis, des tentatives. Un tournoi comme la FIEF qui est devenu emblématique, mine de rien. L'expérience sonore, alors peut-être que c'est déjà has-been pour le coup, c'est déjà c'était ce qu'il fallait faire et c'est plus ce qu'il faut faire maintenant à l'avenir, mais rien que ça,
pour l'avoir vécu aussi en tant que joueur, Winamax, La Fièvre, ils ont fait un truc. L'expérience visuelle. Alors oui, c'était un traité, coup de chaîne, etc. Mais le son, des expériences, les fameux. Je trouve, moi. Bah, au début. T'es pas la cible, Patty. Comprends bien pour tout ce qui est gamification. À long terme, oui. Toi, tu vas être beaucoup plus fiabilité du soft dont tu parlais tout à l'heure. Mais l'avenir du poker et la rentabilité de tout ça, c'est les joueurs récréatifs. C'est pas moi la con du poker. Non, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es une joueuse qui se satisfait des paramètres de jeu du poker. C'est-à-dire que ta position, ton stack, la valeur de tes cartes, le style de tes adversaires, ça te suffit, toi, à éprouver du plaisir. Quelqu'un qui n'a pas accès à ces informations-là, parce qu'il manque d'expérience, c'est pas forcément un neuneu, mais c'est juste qu'on ne lui a pas appris, ou il n'a pas fait la démarche d'apprendre. Il se retrouve à une table où il ne se passe pas grand-chose. Et lui, il a 9-3, il sait que c'est pas bien, il a valet 2, il sait que c'est pas bien, et il s'emmerde un peu peut-être pendant une heure, tu vois. Et on le fait jouer un deep stack, ou un faux deep stack, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va raise 8 bébés, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il en a marre, il a envie de jouer des jetons, etc. Je pense qu'on peut reprendre un truc... l'Expresso, les Spin & Go, Jackpot, Twister. On est quand même dans cet esprit-là. Et quand Wina a lancé ça, il y avait quand même de l'expérience visuelle. Et qu'est-ce qui compte dans l'expérience de l'Expresso, du Spin & Go, du Jackpot? C'est la roulette. Quelle que soit l'animation qui a été créée par l'opérateur, c'est cette expérience. Et finalement, le seul truc, c'est quand on fait effectivement un gros play, je lance mon truc et... Et c'est un ça des dure 100 quelques systèmes secondes de gamification, mais il n'y en a qu'un, tu vois. Il en existe des centaines. Et c'est dommage que pour l'instant, il y en a 99% qui ne soient pas exploités aujourd'hui, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation pour ce nouveau numéro. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci Loïc. Brewen, merci beaucoup et merci à PMU d'être le partenaire de cette émission. Bah quoi, c'est cool. Bah quoi, c'est bien. Mais moi-même, je remercie. Regarde. Ils sont gentils. Ah ouais, ils sont gentils que je te garde. Merci à tous. Maintenant, vas-y. Merci à tous. Faites un bisou à Patty avant qu'elle m'étrangle. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tour de Table. Bonne soirée.